Merci beaucoup, Madame la Ministre. On passe aux questions de 1 minute et on démarre avec Claire Lejeune. Merci. Madame la ministre, après la tempête Kirk qui a balayé le pays, c'est bien la tempête Barnier qui est passée sur les budgets de l'écologie. Et si on regarde particulièrement sur celui de la rénovation des logements, et effectivement sur ma prime rénov, il faut être précis. Donc vous envisagez de couper 1 milliard de crédit, alors que ce qu'il faut viser, c'est même pas une tendance haussière, mais bien une massification rapide et planifiée. Et on est aussi dans un moment où les acteurs nous indiquent qu'il y a une tendance à l'augmentation des dossiers MaPrimeRénov'. Et donc, il faudrait que les fonds publics puissent suivre. En fait, vous calquez les orientations budgétaires sur le bilan calamiteux des années précédentes. Si on le rappelle quand même, on n'a eu que 85 000 rénovations globales cette année, alors que votre propre objectif était de 200 000 par an, et que le Haut Conseil pour le climat nous dit qu'il faudrait en compter jusqu'à 700 000 à partir de 2030. Donc s'il y a bien une chose qui est planifiée par ce budget, c'est bien l'échec de l'atteinte de ces objectifs. Merci, donc, Madame la députée. Est-ce que vous confirmez, pardon, je pose juste ma question, est-ce que vous confirmez que ce budget, finalement, enterre les objectifs de rénovation du parc de logement et donc l'horizon de neutralité carbone à l'horizon 2050 ? Merci. Madame Anne Stenbach-Terrenoir. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous vivons la 6e extinction des espèces et votre gouvernement sacrifie la biodiversité sur l'autel de l'austérité. Le secrétariat d'État est supprimé et les budgets sont laminés. 1/4 de budget en moins pour le programme Paysage, Eau et Biodiversité, moins 72% pour le plan et moins 35% pour la réduction des produits phytosanitaires, pour donner quelques chiffres. Pourtant, la semaine dernière encore, le WWF nous apprenait que les populations de vertébrés sauvages ont décliné de 73% en 50 ans. C'est vertigineux. Votre portefeuille comprend la lutte contre le changement climatique, mais sans protéger la biodiversité, c'est voué à l'échec. Le rapport conjoint du GIEC et de l'IPBES en 2021 le disait clairement. Et d'ailleurs, avant-hier, le Guardian révélait que nos puits de carbone se sont effondrés en 2023. Les forêts, prairies, tourbières et océans n'ont pratiquement pas absorbé de carbone. C'est QFD. La vie s'effondre sous nos yeux et l'horizon de votre ministère, c'est construire des centrales nucléaires. Parfois, je vous jure, j'ai l'impression de vivre un mauvais film d'anticipation. Comment justifiez-vous, je termine, je suis vraiment désolée, combien justifiez-vous d'appartenir à un gouvernement qui méprise ainsi la préservation du vivant et comptez-vous faire quelque chose ? Vous avez 1 minute pour poser vos questions. Venez-en au fait, les orateurs de groupe ont déjà donné les positions politiques de vos groupes. Donc, je passe la parole à Béranger Cernon. Oui, Madame Ferrer avant. Pardon, Madame Ferrer, Sylvie Ferrer, excusez-moi. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, vendredi dernier, à l'occasion de son 70e anniversaire, j'étais invitée sur ma circonscription à visiter le mythique barrage de Cap-de-Long. Cet ouvrage contribue avec plus de 2500 autres installations hydroélectriques à la moitié de la production brute d'énergie renouvelable. Cependant, je m'inquiète à propos des lettres de mise en demeure adressées par la Commission européenne au sujet des concessions hydroélectriques. Les gouvernements successifs, depuis la première lettre en 2015, s'accordent sur le fait que la politique européenne de concurrence est dévastatrice pour notre souveraineté énergétique. C'est pourquoi les négociations semblent toujours inachevées. Or, temporiser ne suffit plus, car les concessions, comme celle du barrage de Cap-de-Long, arrivent à leur terme et leur avenir incertain dissuade les concessionnaires de réaliser les investissements cruciaux pour leur modernisation. Sachez, chers collègues, que la solution du régime d'autorisation reviendrait à casser la concession pour un transfert de la propriété publique au privé. Alors, Madame la Ministre, que faites-vous ou comptez-vous faire pour mettre un terme à l'incertitude qui pèse sur le secteur hydroélectrique français ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur Béranger Cernon. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Face à une précarité énergétique généralisée, vous prévoyez dans le PLF 2025 900 millions d'euros en autorisation d'engagement pour le chèque énergie, mais seulement 615 millions en crédit de paiement, bien en dessous des 795 millions de l'année dernière. Ces chiffres nous indiquent que le gouvernement, sans honte aucune, mise sur le non-recours au dispositif du chèque énergie pour réaliser des économies. Quelle imposture ! Dans un contexte où 12 millions de Français souffrent de précarité énergétique et où 26% des consommateurs ont souffert du froid en 2023, comment peut-il être sérieusement envisagé de mettre fin à l'automaticité de ces aides et d'assumer dans le budget le risque du non-recours. Vous le savez, cette aide dispensée au compte-gouttes comme le chèque énergie est un pansement mais n'est pas assez protectrice.
Nous défendons un autre modèle de l'énergie, nous défendons le blocage des prix et le retour à un vrai service public de l'électricité et du gaz au service des usagers et non du capital. Votre choix n'est ni plus ni moins qu'un moyen de faire des économies sur le dos des plus précaires, et vous le savez pertinemment. Madame la ministre, comment justifiez-vous une telle approche alors qu'elle risque d'aggraver la situation des plus fragiles et pourrait réduire le nombre de bénéficiaires dès l'an prochain? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur Julien Guibert. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question est sur le sujet connexe à la biodiversité. La louveterie est une institution séculaire enracinée dans l'histoire et les pratiques locales, assurant la régulation des animaux sauvages pour protéger les activités humaines. Dans le département rural de la Nièvre, les lieutenants de louveterie sont aujourd'hui en première ligne face à la problématique de la surpopulation des sangliers, mais aussi des attaques de loups. Avec 250 ovins attaqués en seulement 2 mois, la situation est devenue critique. Les lieutenants de louveterie, en tant que personnes privées assermentées et commissionnées, jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des arrêtés de tir pour limiter les dégâts causés par ce prédateur. Toutefois, leur mission quasi bénévole ne reflète pas les enjeux actuels et leur statut mérite une évolution. De vrais moyens fléchés, notamment en termes d'équipement comme des lunettes thermiques, des possibilités de véhicules, d'armes, mais aussi indemnitaires sont nécessaires pour qu'ils puissent continuer à remplir efficacement leur mission. Madame la Ministre, envisagez-vous de réformer ou d'ouvrir le débat sur le statut des lieutenants de louveterie afin de mieux répondre aux besoins des territoires et d'assurer une protection adéquate des éleveurs et de leurs troupeaux? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur Sébastien Imbert. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, élue des Vosges, ma circonscription concentre 75% des implantations d'éoliennes du département. Les habitants de ce territoire et défenseurs de l'environnement et du patrimoine sont largement opposés à ce saccage paysager imposé au forceps pour répondre à des objectifs européens et nationaux totalement délirants. Réponse aux enquêtes publiques, mise en place de pétitions, manifestations, entrevues avec la préfecture, réunions publiques contre les projets, rien n'y fait. L'administration centrale reste sourde aux échos des appels du pied des habitants qui ne veulent pas voir leur territoire défiguré. En plus de dégrader leur cadre de vie, cette énergie est profondément anti-écologique avec une biodiversité largement sacrifiée. Madame la Ministre, comptez-vous enfin prendre en compte les effets néfastes de ces implantations et mettre un coup d'arrêt définitif à cette politique dans des territoires déjà saturés? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur Sylvain Berrios. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la conférence de l'eau est une bonne nouvelle annoncée par le Premier ministre. L'eau sera sans doute un enjeu majeur des politiques publiques au regard notamment de l'accélération de la crise climatique que l'on observe. Or, l'eau a ce site particulier, c'est que les recettes sont connues avec des redevances. Et donc, il s'agit d'ajuster et de consolider les dépenses y afférentes. Aussi, j'ai 2 questions. Est-ce que vous pouvez confirmer le maintien du relèvement du plafond des recettes de ces redevances au bénéfice des agences de l'eau à hauteur de 2,5 milliards, comme il avait été prévu lors du PLF 2024 pour le 1er janvier 2025? Et puis, deuxième chose, l'État avait pris un engagement lors de la transposition de la directive européenne dite eau potable qui prévoyait la compensation financière de l'accroissement des charges des collectivités locales résultant de ces nouvelles obligations. Comment allez-vous pouvoir tenir ces engagements? Merci, monsieur le député. Madame Chantal Jourdan. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vais vous poser une question qui est un petit peu, enfin du moins qui ne concerne pas complètement le périmètre de votre ministère. Mais selon le bilan 2021-2023 paru en août dernier, plus de 85% des projets financés par le plan de relance pour le renouvellement forestier se sont soldés par des plantations après coupe rase avec un taux d'échec des plantations de 38%. Les 550 millions consacrés au renouvellement forestier dans le budget de l'État depuis 2021 constituent donc en partie une subvention dommageable pour la biodiversité, le climat et l'adaptation. Les aides, clairement, ne sont pas assez ciblées et pas assez conditionnées. On a trop de plantations monospécifiques, notamment dans les milieux forestiers, mais aussi dans les zones Natura 2000. Donc, ce qui affaiblit notre capacité de résilience face au changement climatique et conduit à la diminution du puits de carbone forestier. Pourtant, donc, le fonds de roulement forestier pourrait être un outil incitatif à l'adaptation de pratiques durables telles que la sylviculture irrégulière et le couvert continu. Le cahier des charges doit être revu en 2025. Je voulais vous demander, pensez-vous donc œuvrer pour que le cahier des charges change? Merci. Monsieur Peyo-Dufaux. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, je rappelle la promesse de 100 milliards d'euros d'investissement dans le ferroviaire, sur le réseau ferroviaire,
qui date de février 2023 par Madame Elisabeth Borne, qui était première ministre à l'époque. Jean-Pierre Farandou nous a dit ici, le réseau ferré classique structurant a été le parent pauvre des dernières décennies. En effet, le TGV né en 1981 a absorbé l'essentiel de la capacité financière, l'État n'ayant pas ou peu financé la création de nouvelles lignes. Or, c'est le réseau des territoires, celui qui les réunit et qui irrigue chacun d'entre eux, qui est crucial. Il faut le maintenir en bon état pour garantir la desserte territoriale. Il faudra 1,5 milliard par an. Combien à la charge de l'État? Rien. Autrement dit, c'est la SNCF elle-même qui finance les régénérations du réseau par le fonds de concours sans aucune aide de l'État. Comment pouvez-vous l'expliquer? Où est la promesse de votre Premier ministre? Pendant ce temps, le ministre délégué au transport semble faire des cars une priorité. Et en plus, on consacrerait 14 milliards pour la LGV du Sud-Ouest. Cela doit-il primer sur le réseau ferré des transports du quotidien? Merci, monsieur le député. Madame Julie Lernos. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nos entreprises françaises de la transition énergétique et des énergies renouvelables sont en péril. Dans mon département, c'est tout un écosystème industriel qui s'écroule. Systovie, General Electric, Saulnier Duval, Enedis, Cordemais. J'irai d'ailleurs demain soutenir les salariés de General Electric qui se mobilisent pour préserver leurs emplois. Des fermetures d'usines et plans sociaux, cette vague de suppression d'emplois et de perte de compétences est le résultat du refus persistant de tous les gouvernements depuis 2 ans et auxquels vous avez appartenu de tracer une trajectoire financière et opérationnelle en matière d'énergie et de climat. Madame la Ministre, comment comptez-vous nous sortir de cette impasse industrielle? Combien de temps devrons-nous encore attendre avant d'obtenir une vraie planification énergétique qui permette une stabilité pour notre industrie française? Quand allez-vous enfin protéger nos filières des énergies renouvelables? Et avez-vous des pistes à nous proposer pour garantir le maintien des sites de General Electric en Loire-Atlantique? On est là plus dans la désindustrialisation verte. Et je vous rappelle que 1 euro investi dans les énergies renouvelables, ça permet de diminuer de 4 à 5 fois plus que 1 euro investi dans le nucléaire en matière de carbone. Merci beaucoup. Étant donné que le nombre de questions a grandement augmenté depuis le début des questions, on va le faire en 2 salves. Et donc, on va demander à Madame la Ministre de répondre sur ces 11 premières questions. Au début. Donc, Madame la députée Lejeune, vous mentionnez le problème de ma prime rénov' et le fait qu'on manquerait de crédit. La réalité, c'est qu'on manque surtout de projets. Puisque je vous le redis, nous avions l'année dernière un peu plus de 2 milliards de crédits, nous avons une consommation d'1,7 milliard. Donc le sujet ou le point bloquant, c'est factuel, hein. Ce n'est pas la question des crédits, c'est la question des projets. Et les bilans des années précédentes sur notre inaction, c'est une baisse sans commune mesure des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment. Je rappelle que dans le bâtiment, sur la seule année 2023, c'est une baisse de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, à un moment, il n'est pas injustifié de regarder la réalité des chiffres. Je rappelle par ailleurs qu'il y a une enveloppe qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie et qui représente 4 à 6 milliards d'euros investis notamment, puisque c'est la plus large partie, sur la rénovation thermique. Ça me paraît important de préciser ça. Madame la députée Stambart-Terre-Noire, vous évoquez la question de la biodiversité. Donc je le redis, vous avez une ministre pleine en charge de la biodiversité. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous préférez avoir une secrétaire d'État, mais en l'occurrence, moi je suis ministre en charge de la biodiversité. Voilà. C'est partie de mes compétences et je compte bien m'y investir. J'étais au Conseil environnement lundi, dont un des grands enjeux était les enjeux de biodiversité. Madame la députée Ferrer, vous mentionnez le sujet de l'hydroélectricité. Je partage votre préoccupation. C'est une énergie pilotable, renouvelable, efficace, enfin qui a que des qualités. Vous savez que nous avons un sujet contentieux qui ne nous permet pas de sécuriser les investissements des concessionnaires dans de nouvelles facilités. Nous avions fait bouger le curseur dans la loi accélération des énergies renouvelables, d'ailleurs à la faveur du travail de Marie-Noëlle Battistel qui avait
permis que des investissements qui ne venaient pas déséquilibrer les concessions existantes puissent être financés en sécurité juridique par les concessionnaires. Donc ça, c'est fait. Je crois qu'il faut aller plus loin. Ça, c'est le court terme pour, au nom justement de l'urgence climatique. Et j'ai demandé à mon cabinet de regarder juridiquement comment faire bouger certains curseurs pour répondre à l'enjeu d'urgence climatique. Et la deuxième chose, c'est tout le travail que nous devons avoir, notamment avec la Commission européenne, pour trouver une réponse juridique. Vous avez mentionné l'autorisation. L'autorisation, elle est accompagnée d'un cahier des charges qui est très strict, ou bien, alternativement, la quasi-régie. La quasi-régie, elle pose des problèmes d'organisation, vous le savez mieux que moi, entre les différentes activités. Lorsque vous avez différents modes de production électrique, imaginons qu'on parle d'EDF, ça veut dire qu'il faut séparer, comme une muraille de Chine, entre les équipes d'un côté qui sont mobilisées sur le nucléaire et les équipes qui sont mobilisées sur l'hydroélectrique. On peut perdre en agilité industrielle et donc en efficacité. Donc, ce sont deux schémas. Le troisième schéma, c'est la remise en concurrence des concessions. Je crois que ce n'est pas exactement la solution qui recueille l'unanimité dans cette pièce, et ce, depuis des années, pour des raisons évidentes de service public et de souveraineté. Donc, nous avons la députée Battistel, encore elle, et le député Bolo qui sont en train de faire des propositions et de travailler sur ces sujets-là, et nous soutenons totalement leur démarche. Et parallèlement, j'approfondis les deux pistes que je viens de mentionner. Monsieur le député Cernon, ne faites pas dire au budget ce qu'il ne dit pas. Vous avez un chèque énergie qui est sanctuarisé. C'est une réalité. Et si les crédits de paiement tels qu'ils sont computés par les experts du budget sont dépassés, comme c'est une aide de guichet, évidemment, ils sont payés. Donc il n'y a pas de limite. Et vous le savez tout aussi bien que moi. Et je me suis même permise de vous demander, à vous, députés, de m'aider à faire en sorte que ceux qui n'auront pas l'automaticité, et vous savez également, puisque je l'ai dit dans mon propos introductif, que nous mettons en place une automaticité pour les consommateurs dont nous pouvons croiser le revenu fiscal de référence et l'adresse, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les bases dont nous disposons étaient celles de la taxe d'habitation. Depuis 2021, elles ne sont pas remises à jour. Et donc, vous savez comme moi que les utiliser, ça induirait surtout encore plus de non-recours. Et beaucoup de personnes qui auraient ce chèque de manière infondée. Donc, l'enjeu, c'est justement que personne ne reste entre le quai et le bateau. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, et je compte vraiment sur nous pour doubler les alertes sur la quérabilité de ce chèque. Certains l'auront automatiquement, nous y travaillons d'arrache-pied, d'autres devront le demander, et c'est à nous de faire connaître ce droit indispensable, incontournable pour les Français qui sont les plus vulnérables. S'agissant de la louveterie, c'est effectivement, vous savez qu'il y a eu un gros travail cette année sur la louveterie, notamment pour, au niveau européen, revoir aussi le statut du loup comme espèce super protégée versus espèce protégée, avoir une clarté sur le retour de, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en termes de biodiversité de cette espèce. Une mission IGEDD a fait des propositions qui ne remettent pas en cause le statut des louveteaux, et des propositions d'accompagnement et de reconnaissance ont été discutées. Donc, elles sont effectivement sur la table. Vous savez qu'on parle notamment des lunettes thermiques qui doivent être mises à disposition. Ça, c'est quelque chose qui a été fait. Alors, il faut s'assurer que c'est correctement déployé sur le terrain. Mais vous avez raison de poser la question. Mais ça, pour le coup, la décision a été prise, et donc il faut s'assurer que ce soit correctement déployé sur le terrain. Et de manière générale, dans la loi d'orientation agricole, vous aviez des dispositions de mémoire autour de ce sujet-là qui visent à renforcer leur statut pour mieux reconnaître cette spécificité de la louveterie. Monsieur Imbert, vous m'interrogez sur les éoliennes terrestres. Alors, on va revenir au fond à la manière dont aujourd'hui les scientifiques
nous recommande de conduire d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Votre groupe s'inquiétait tout à l'heure des inondations, des épisodes de très violentes précipitations qui pouvaient s'apparenter à des orages cévenols et qui se multipliaient. C'est une préoccupation légitime et qui doit, je crois, nous inviter tous à accélérer la transition énergétique. Dans la transition énergétique, les experts scientifiques, moi, vous savez, je fonde mes politiques sur la science et sur le meilleur consensus scientifique. Il y a un travail qui est fait pour ça qui s'appelle les travaux du GIEC. C'est une analyse de tous les travaux scientifiques disponibles et qui sont mis à disposition des décideurs publics, mis à disposition du grand public pour faciliter la décision. Si vous vous y reportez, vous y trouverez qu'il y a 4 leviers sur la transition énergétique: la sobriété, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le nucléaire, parce que les 4 y figurent. Et vous noterez que sur les énergies renouvelables, l'éolien terrestre, comme marin d'ailleurs, figure dans les recommandations. Moi, je m'appuie sur ces travaux pour travailler. Je fais bien la différence entre les énergies pilotables et celles qui ne le sont pas. Il se trouve que l'éolien marin, par exemple, c'est une énergie qui a un taux de charge qui se rapproche de 50% aujourd'hui. Je rappelle que le nucléaire était en 2022 du côté de 60-65%. Alors, ce n'était pas une bonne performance, mais cela nous invite tous à une forme de précaution et modestie. Merci de me souffler le mot. En tout cas, de précaution. On peut avoir sur certains types de technologies des difficultés, et donc on a plutôt intérêt collectivement à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Le Premier ministre nous a invités à bien prendre en compte l'impact des éoliennes. Est-ce qu'elles sont recyclables? Oui, c'est le cas aujourd'hui, puisque nous recyclons les éoliennes jusqu'à 95%. Est-ce qu'il y a un système qui finance le démantèlement? Oui, vous l'avez voté, vous l'avez même renforcé ces dernières années. Est-ce qu'on gère bien l'intermittence? Ça, c'est un sujet important. Nous y travaillons au niveau européen, puisqu'effectivement, il faut se préoccuper de la volatilité croissante du prix de l'électricité qui résulte de la non-adéquation entre période de production et période de consommation électrique. Et c'est là où le sujet des flexibilités, la question des storage, capacité de stockage, désolé, je l'ai fait en Commission européenne hier, donc voilà. Les capacités de stockage sont absolument essentielles, l'effacement, et donc on y travaille. Et ces mix énergétiques équilibrés entre les différents leviers qui vont nous permettre d'atteindre la décarbonation et de minorer le coût de l'électricité et donc de minorer le coût de la facture. Donc je suis vraiment à votre disposition pour vous donner tous les éléments qui vous rassureront sur le fait que l'éolien terrestre a toute sa place dans notre mix énergétique. Il ne s'agit pas de faire que des éoliennes terrestres, mais ça fait partie de la boîte à outils et c'est tout à fait conforté par les experts. S'agissant du plan eau, monsieur le député Berrios, vous avez raison de mentionner qu'il y avait dans la trajectoire du plan eau un rehaussement du plafond de dépenses pour les agences de l'eau. Comme vous l'avez lu, parce que vous avez regardé le budget, celui-ci est reporté à 2026 pour 2 raisons. La première raison, c'est que tous les votes dans les agences de bassin de l'eau n'ont pas eu lieu et donc il y a un effet de report qui est généralisé. Et les agences de l'eau sont confortables pour dire que les projets qu'elles ont aujourd'hui dans les tuyaux sont correctement financés. Mais en revanche, il faudra qu'en 2026, ce plafond de dépenses progresse tel qu'il avait été anticipé initialement dans le plan eau. Sur Madame Jourdan, donc je prends note de ce que vous mentionnez, c'est-à-dire au fond le manque de sélectivité de l'argent public sur le plan forestier. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est exactement le sujet que j'ai à traiter en tant que ministre de la Transition écologique avec des enveloppes d'intervention qui sont en baisse. Ça veut dire qu'effectivement, il faut être systématique et regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et recentrer le cahier des charges sur ce qui a le plus d'impact.
Il arrive qu'il y ait des effets d'aubaine autour d'enveloppes d'intervention. Ce n'est pas la seule politique, fort heureusement, sur laquelle on observe cela. Et donc, ça doit nous inviter collectivement à plus de sélectivité et plus d'exigence dans l'utilisation des fonds publics et d'aller rechercher le maximum de leviers avec l'argent privé. Je mentionnais le fonds vert. Là aussi, il y a eu des analyses qui ont été menées disant que, par exemple, le fonds friche, c'est un effet de levier de 1 à 6 sur le privé. En revanche, d'autres interventions, peut-être sur l'éclairage dans les villes, un peu moins impactant. Tirons-en les conséquences et de manière très, très clinique et documentée. Je suis à votre disposition pour ça. Ah oui, monsieur le député Dufaux, vous mentionnez le décalage du fonds de concours et la non-tenue par la Première ministre Borne de sa promesse. Je vous fais observer que vous n'avez pas face à vous le gouvernement Borne. Ça ne vous aura pas échappé. Je suis à l'écologie, mais je me permets de poser ce point. Donc, la Première ministre Borne peut être comptable de l'action d'un gouvernement qui n'est pas le sien. Je me permets juste de le dire sans taquinerie aucune. Mais vous avez raison de mentionner l'importance du développement du train. J'étais dans le gouvernement, mais je le redis, nous sommes dans un gouvernement de coalition. C'est une conception où c'est une façon inédite dans la Ve République de faire de la politique. J'observe d'ailleurs qu'il vous appartenait d'accepter d'être dans le gouvernement. Comme ça, vous auriez pu porter vos sujets. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant parce que je crois qu'un certain nombre, mais je ne m'élèverai pas au-dessus de ma condition, un certain nombre de figures politiques de votre camp ont été appelées et ont préféré ne pas prendre leurs responsabilités. C'est un choix, mais il faut en assumer les conséquences. Madame Laernos, vous mentionnez le sujet du couplage industrialisation des énergies renouvelables et déploiement des énergies renouvelables sur notre territoire. C'est tout l'enjeu de la planification éolienne marine qu'on a engagée et c'est tout l'enjeu des appels d'offres que l'on est en train de préparer conformément au calendrier que l'on vous avait indiqué. Moi aussi, je suis inquiète comme vous de la situation de GE. Mais si on reprend l'histoire, vous savez comme moi qu'entre le moment où on décide d'une implantation d'éoliennes marines et le moment où concrètement l'entreprise livre les éoliennes marines, il y a un certain nombre d'années qui s'écoulent. Et j'aurais été ravie que votre groupe se mobilise à l'époque pour permettre d'accélérer. Lorsqu'elle était en situation de le faire, je pense à la mandature 2012-2017, pour avoir ces opérations. Aujourd'hui, évidemment, on sera aux côtés des salariés, on sera aux côtés des industriels parce que c'est un élément essentiel. Je me suis suffisamment battue sur l'industrie ces 6 dernières années pour ne pas minorer les enjeux qui sont derrière cela. Je vois d'ailleurs avec ma collègue Olga Givernet, le ministre de l'Industrie, ce soir pour notamment évoquer ces sujets. Et vous pouvez compter sur moi pour trouver tous les moyens d'accompagner cela, y compris au niveau européen. Parce que la charge de GE, elle peut aussi être renforcée par des projets qui sortent au niveau européen, à condition effectivement qu'on arrive à assurer ce rythme de déploiement des éoliennes marines. Je crois que j'en ai terminé. Merci Madame la Ministre. Et je peux vous donner un exemple sur la lenteur du déploiement des énergies marines. En Bretagne, on a inauguré enfin le parc éolien de Saint-Brieuc 14 ans après l'idée. Donc ça prend beaucoup de temps et notamment des associations environnementales qui se sont fortement opposées à ce projet d'ailleurs.